Ok, bonjour tout le monde. Je crois que vous êtes tous là, donc je vais commencer même si j'ai 15h29 et pas 15h30. Alors, notre sujet pour le cours aujourd'hui, ça va être la phylogénie. Et les objectifs pour le cours, c'est en tout cas pour vous, pas pour moi, c'est de savoir interpréter les arbres phylogénétiques, de connaître les étapes dans leur construction. Une chose que j'ai ajoutée par rapport au poly, c'est connaître le vocabulaire technique à utiliser. Très important ça. C'est un peu en lien avec savoir interpréter parce que pour décrire quelque chose sur un arbre phylogénétique, il faut savoir utiliser les bons termes techniques. Ensuite, comprendre l'importance du choix taxonomique et des caractères à étudier. Ça, c'est un peu secondaire pour moi. Ce n'est pas un objectif absolument essentiel pour vous. Mais il faut être conscient un petit peu de pourquoi ces choses-là sont importantes. Et comprendre le fonctionnement des approches de distance et de clasistique. Donc pour vraiment les objectifs majeurs de ce cours, on les revoit en TD. Donc globalement, TD4 et TD5, c'est dédié à la phylogénie. Et donc c'est le moyen de vraiment acquérir des compétences ici pour savoir interpréter, connaître les étapes, et tout, etc. Et vraiment utiliser des approches de distance et de clasistique pour dériver un arbre phylogénétique qui est correct. Donc ça, ce sont des choses à maîtriser avec le cours et les TD associés. Alors, le plan du cours, ça va être pas très interactif, mais plutôt un peu style vraiment classique. On va d'abord jeter un coup d'œil sur le domaine de la systématique en biologie, pourquoi c'est important, et comment ça a mené à un point de vue phylogénétique et pour lier un petit peu la classification des organismes vivants à leur historique évolutionnaire. Alors, après ça, on va regarder les étapes dans la construction d'arbres phylogénétiques et on va voir comment on le fait à partir de caractères morphologiques. Et les deux dernières parties, ça sera de regarder comment construire un arbre phylogénétique à partir de données moléculaires. Données moléculaires, ça veut dire des séquences de gènes ou de protéines. Alors, première question, un peu le systématique, c'est-à-dire pourquoi c'est important à faire ça. Quelle est l'utilité de vouloir classer des organismes et d'établir des arbres phylogénétiques. Et en quelque sorte, l'objectif d'une classification, c'est d'essayer de voir si on peut apercevoir une sorte de ordre dans les phénomènes que l'on étudie. Et je pense que l'exemple un peu classique en chimie, c'est le tableau périodique des éléments établi par Mendeleïev. Donc, avant vraiment Mendeleïev, les chimistes connaissaient les propriétés des différents éléments chimiques et ils avaient une sorte de liste d'éléments et leurs propriétés et pas vraiment d'ordre là-dedans. L'une des forces du tableau périodique des éléments, c'est de faire apparaître une classification qui range des éléments avec des propriétés chimiques semblables ensemble. Et donc on aperçoit que les propriétés chimiques des éléments ne sont pas aléatoirement distribuées, mais ils ont un certain lien avec leur masse atomique. Et donc, avec ça, on préfigure ce qui va venir par la suite, c'est dire, OK, pourquoi c'est comme ça? C'est en lien avec l'organisation des électrons dans les orbitales. Donc, si on voit une structure comme ça,
Ça veut dire qu'il y a un processus fondamental qui est derrière, qui fait que c'est comme ça. Et ensuite, on veut essayer de comprendre ce que c'est que ce processus fondamental. Alors, en biologie, notre problème, c'est qu'on n'a pas une centaine d'objets disparates à comprendre et à classer, mais on a encore sur planète Terre peut-être une trentaine de millions d'espèces distinctes, avec des formes et des façons de vivre très très disparates, allant des virus, des bactéries jusqu'aux éléphants et passant par des plantes et des insectes. Et si on ajoute aussi les organismes éteints ou qui ont vécu par le passé, ça nous donne énormément d'objets à classer, beaucoup plus qu'en chimie. Donc le problème est assez redoutable. Et du coup, l'intérêt d'avoir une classification qui est un peu logique est d'autant plus important. Et vraiment, le premier scientifique à faire ce travail sérieusement, c'était Linné, au XVIIIe siècle, qui dans ses immenses œuvres, les Species Plantarum et Systema Naturae, a décrit et essayé de classer plusieurs milliers d'espèces de plantes et d'animaux. Et dans ses livres, Linné a introduit deux innovations pour l'époque. Donc la première, c'est la nomenclature binomiale, c'est-à-dire imposer un système de nomenclature d'espèces qui va être appliqué à toutes les espèces, parce qu'avant Linné, on avait des noms, mais qui étaient plus ou moins à rallonge pour décrire un peu quelle était telle ou telle espèce. Alors, la deuxième chose que Linné avait utilisée dans sa classification, c'était une hiérarchie taxonomique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on a une espèce, chez Linné, le nom de l'espèce est composé de deux mots. Le premier, c'est le nom du genre, et le deuxième, c'est la désignation d'espèce. Et un genre peut comprendre plusieurs espèces distinctes. Alors, Linné, il aurait pu s'arrêter là, mais non, il a défini 5 autres niveaux hiérarchiques, allant de la règne, animal ou plante, les embranchements majeurs, classe, ordre et famille, avant genre et espèce. Et à chacun de ces niveaux, au sein de chaque famille, on a plusieurs genres, au sein de chaque ordre, on a plusieurs familles, et ainsi de suite. Et cette façon de classifier des organismes vivants donne une structure en arborescence implicitement. Donc, on pourrait se dire, oui, mais ça c'est juste Linné qui impose cet ordre parce qu'avec son esprit humain, il veut bien ranger des choses, donc il crée des classifications et avec un tel nombre d'objets à classifier, il a imaginé de faire cette sorte de structure en arborescence, comme une arborescence de fichiers qu'on utiliserait, nous, sur nos ordinateurs. Plutôt que d'avoir 7000 fichiers pour chaque espèce sur le bureau, il a mis un peu d'ordre là-dedans. Donc là, c'est une façon de voir, mais en fait, les décisions de qu'est-ce qui constitue une famille, qu'est-ce qui constitue un ordre, et quels organismes on met dans chaque groupement ne sont pas arbitraires. Ils sont liés au caractère morphologique que possèdent les organismes qui sont mis ensemble dans un même groupe. C'est-à-dire que toutes les hominidae que l'on range dans l'ordre des... toutes les familles que l'on range dans l'ordre des primates possèdent un certain nombre de caractères en commun, et c'est pour ça qu'on les met dans le même ordre. Donc, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire que Linné a imposé sur le naturel, c'est plutôt Linné qui a découvert une structure implicite dans le vivant.
Et c'est vraiment lui qui était le premier à remarquer ça. Alors, Linné ne posait pas vraiment d'hypothèse ou lançait pas d'hypothèse pour la signification de cette structure en arborescence du vivant. Le fait que différentes espèces partagent un certain nombre de caractères morphologiques ou différentes familles d'espèces partagent d'autres ensembles de caractères. Donc pour Linné, il n'y avait pas vraiment de relation généalogique entre différentes espèces dans le même genre, différents genres dans la même famille, etc. Donc, il n'a pas fait, ce saut dans l'interprétation. Donc, oui, moi je vais sauter ça. Ouais, non, mais j'étais parti sur mon truc d'introduction de la prochaine diapositive. Oui, donc juste pour dire que cette hiérarchie taxonomique, c'est quelque chose qui vraiment reste, qui persiste en biologie. Et les bases de données, on a plusieurs bases de données qui répertorient toutes les espèces sur la planète. Et on emploie ce système hiérarchique qui était inventé par Linné. Alors, une chose que l'on peut aussi remarquer ici, c'est que en fait, depuis Linné, on a inventé tout un tas de nouvelles désignations et d'autres niveaux hiérarchiques. Parce que même si les organismes que l'on met ensemble dans un groupe, ça, c'est pas un choix arbitraire, c'est basé sur leur biologie, le nombre de niveaux dans la classification hiérarchique linnéenne, ça, c'est artificiel. Ça, c'est imposé et choisi par Linné. Tandis que naturellement, on a plus de niveaux que ça. Alors, pour revenir à ce que j'allais dire, donc les premiers biologistes qui ont compris que cette structure en arborescence de la classification des espèces du vivant voulait vraiment dire que ces espèces avaient un lien de parenté entre elles, étaient Lamarck et Darwin. Et Lamarck, le premier, qui avait proposé ces théories sur l'évolution d'une espèce en d'autres espèces. Pour Lamarck, lui, il avait, enfin, pour revenir un petit peu sur les idées de Lamarck, pour lui, le vivant avait deux moteurs majeurs dans l'évolution. Le premier étant la complexification des organismes, c'est-à-dire pour Lamarck, les organismes plus complexes étaient dérivés des organismes plus simples. Et qu'avec le temps, les organismes plus simples allaient évoluer vers des formes de plus en plus complexes. Donc ça, c'était le premier moteur. Le deuxième moteur pour Lamarck, c'était l'adaptation à l'environnement via la transmission des caractères acquis. C'est-à-dire avec les efforts que les organismes faisaient pour survivre dans leur environnement, ils allaient acquérir certains caractères qui allaient être transmis à leur descendance. Et ces deux forces distinctes, pour Linné, allaient créer la structure en arborescence des organismes, de tout le vivant. Donc on pourrait se dire à Lamarck, mais monsieur Lamarck, votre système, il ne peut pas être vrai parce que on a toujours des organismes simples comme des vers, qu'il a mis comme les organismes invertébrés les plus simples. Mais si ce que vous dites est vrai, tous ces vers-là auraient dû devenir plus complexes depuis bien longtemps. Mais la réponse de Lamarck, c'était de poser la génération spontanée d'organismes. C'est-à-dire que pour Lamarck, on avait toujours de nouveaux organismes simples qui allaient apparaître spontanément et ils allaient par la suite devenir de plus en plus complexes. Donc ça, c'était le système lamarckien. Mais en tout cas, c'était le premier à interpréter la structure en arborescence d'une classification linnéenne comme impliquant des liens de parenté entre différents organismes. Donc Lamarck, il pensait ça. Alors Darwin aussi, il avait bien compris que ces idées sur l'évolution ou sur l'origine des espèces par la sélection naturelle
aller donner une arborescence d'espèces. Parce que les espèces qui vont s'adapter à différentes niches écologiques vont se spécialiser par la sélection naturelle et ça va donner une arborescence parce que plusieurs espèces différentes vont avoir leur origine avec un ancêtre commun. Donc c'est ce qu'il avait un peu noté dans son cahier de notes en 1837 avec je pense, et puis il note ici, on a des espèces A, B, C et D qui sont dérivées de l'ancêtre commun qui est ici, qui est à la racine d'un arbre. Donc Lamarck et Darwin saisissent un petit peu l'idée que l'arborescence que l'on voit dans une classification linéaire veut vraiment dire qu'on a un lien de parenté entre les espèces. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Ensuite, le biologiste qui vraiment fait beaucoup pour populariser cette idée et le véhiculer, c'était Ernst Haeckel. Donc, Haeckel a lu sur l'origine des espèces de Darwin en 1860, lorsqu'il est paru en traduction allemande. Et c'est un livre qui a vraiment fortement impacté Haeckel. Et en particulier, il s'est saisi de cette idée qu'il y a des liens de parenté entre toutes les espèces du vivant. Donc, Haeckel, il s'est donné un petit peu comme mission pour proposer des liens de parenté qui existent entre différents types d'organismes. Et donc, c'est Haeckel qui a introduit le terme phylogénèse et phylogénie. La phylogénie étant l'étude de la formation et de l'évolution des organismes en vue d'établir leur parenté. Et c'est vraiment grâce à Haeckel que l'on doit ce type de représentation très 19e siècle de l'évolution du vivant avec les organismes unicellulaires à la base, les monera, et nous, Homo sapiens, tout en haut, parce qu'on est le summum de l'évolution, n'est-ce pas? Donc c'était un peu ça la vision 19e siècle de notre place dans la nature. Et passons par différents embranchements et indiquant bien qu'on a un lien de parenté avec les différents organismes. Donc c'est Haeckel qui lance un petit peu l'idée que ce que l'on doit faire avec une classification phylogénétique, c'est d'établir les liens de parenté entre différents types d'organismes et de savoir qui est dérivé de qui et qui est cousin avec qui. Et de connaître un petit peu le passé de l'évolution de toutes ces espèces. Donc ça, c'est un peu l'objectif de tout ce domaine d'études. Et la dernière vraie avancée très importante, c'est les travaux de M. Hennig, qui a jeté les bases pour de la cladistique, c'est-à-dire la technique que l'on utilise pour dériver des arbres phylogénétiques sans trop se tromper. Et donc c'est Hennig qui a un peu défini les termes techniques et proposé une façon de faire qui va minimiser nos risques de faire une erreur. Alors, donc, pour Hennig, ce qu'il dit, c'est que ce que l'on représente sur un arbre phylogénétique, ce sont les taxons. Et on les met à l'extrémité d'un embranchement. Donc c'est noté branche ici, mais on peut aussi imaginer que c'est une brindille ou une feuille qui est sur l'extrémité de la branche. Donc à l'extrémité de chaque embranchement, on place un taxon. Alors un taxon, autrement dit OTU ou unité taxonomique opérationnelle, ça dépend ce que l'on étudie. Ça peut être un individu dans une population, ça peut être plusieurs espèces différentes, ça peut être plusieurs familles d'organismes différentes si on veut les classer ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a un terme générique pour dire ce que c'est. C'est pas forcément une espèce. Ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément le cas. Et donc on a nos trois taxons A, B et C que l'on place à l'extrémité des embranchements. Okay. Ensuite,
dans notre arbre, on a des embranchements. Et à chaque embranchement, c'est un nœud, et le nœud représente un ancêtre commun. Donc, notre premier point tout en bas ici, c'est le dernier ancêtre commun des taxons A, B et C. Et ce nœud ici, c'est le dernier ancêtre commun des taxons B et C. Alors, Hennig a dit aussi, dans un arbre phylogénétique qui est bien résolu, à chaque embranchement, on n'a que 2 branches qui partent. Donc, à partir de chaque nœud, on doit avoir 2 branches seulement. Et ce qui fait que l'on a une sorte de bifurcation ici, c'est que à ce moment-là, on a une innovation évolutive qui apparaît sur cet embranchement-là, qui est absente ici et chez tous les taxons qui dérivent de cet embranchement. Et puisque l'apparition d'une innovation évolutive, c'est un événement binaire, okay, on l'a ou on ne l'a pas. On ne l'a pas à moitié, l'innovation évolutive. C'est pour ça qu'on a toujours une bifurcation dans n'importe quel arbre phylogénétique qui est bien résolu. Donc on a ça. Et dernière chose, une des choses importantes, c'est Hennig a aussi donné la définition exacte de ce que c'est qu'un clade ou un groupe monophylétique. Donc c'est un groupe qui comprend tous les taxons qui possèdent les mêmes innovations évolutives et leur dernier ancêtre commun. Et l'ancêtre commun est placé dans le groupe monophylétique parce que cet ancêtre commun possédait également l'innovation évolutive qui définit ce clade. Alors, les taxons que l'on considère, la plupart du temps, sont des organismes vivants. Donc, ce qui est en haut de notre arbre ici représente les organismes vivants actuellement, donc c'est le présent. Et plus qu'on descend vers la racine de l'arbre, plus on recule dans le temps. Donc, si on pousse jusqu'à sa limite, à la base, on a l'origine de la vie. Donc, le temps est en quelque sorte représenté dans un arbre phylogénétique. Ce qui veut dire que cet organisme ici, l'ancêtre commun, représenté peut-être plutôt, vivait à une époque plus reculée que cet ancêtre commun-là, qui est donc plus récent. Alors, des fois, on veut aussi tenir compte des espèces fossiles dans un arbre phylogénétique, mais là, il est important de savoir que ici, on ne les place pas sur un nœud des espèces fossiles. Des espèces fossiles, si on veut les représenter, on doit faire partir un embranchement ici ou par là, mais on va placer la lettre pour le taxon ici, mais qui n'est pas vraiment tout au haut, donc ce n'est pas dans le présent. Il faut dénoter que ces organismes étaient dans le passé. Donc ça, c'est voilà, les termes techniques et la structure voilà, les éléments qui figurent dans un arbre phylogénétique. Et ces arbres peuvent avoir différentes formes. Donc on peut avoir les représentations avec des embranchements sur les diagonales. On peut avoir des embranchements un petit peu comme ça, carrés ou en courbe. Et on peut avoir aussi une représentation circulaire. Alors, une chose qui est importante à savoir faire dans l'interprétation des arbres phylogénétiques, c'est de dire ou de savoir distinguer quand 2 arbres sont identiques ou quand 2 arbres sont différents. Et dans cet exemple ici, les taxons A, B, C, D sont organisés sur 2 arbres. Et ces 2 arbres-là sont équivalents. Tandis que si je mets un arbre comme ça, il n'est pas pareil. D'accord? Parce que ici, je n'ai pas une bifurcation, mais j'ai une trifurcation. Donc j'ai 3 embranchements qui sortent de ce nœud. Ce n'est pas la même chose que ce que l'on a ici ou là. Alors, quelle est la règle pour savoir si 2 arbres sont équivalents ou pas?
Ben, en fait, si on peut passer d'un arbre à un autre par une simple rotation autour d'un nœud, alors les arbres sont équivalents. Alors, si je fais ça, je fais une rotation autour de ce nœud-là, ça va me donner ça. Donc, j'ai juste inversé l'ordre de mes différents taxons. Et on peut inverser cette opération et ça me donne la même chose. C'est pour ça que les deux arbres sont équivalents. Et donc, je peux faire aussi autre chose. Donc, je peux inverser l'ordre ou effectuer une rotation autour de ce nœud. Ben, ça va me donner cet arbre-là. D et C ont juste échangé de place, mais c'est encore un arbre qui est équivalent au tout premier. En revanche, cet arbre ici n'est pas équivalent au premier. Donc, on pourrait essayer de dire, oui, mais on a juste échangé de place les deux taxons B et A ici, donc c'est simple, donc vous n'avez pas fait grand-chose. Mais on ne peut pas transformer cet arbre en celui-ci avec des rotations autour des nœuds. C'est juste pas possible. Il reste différent quoi qu'on fasse. Donc, c'est pour ça que ces deux arbres-là sont différents et distincts. Pour ça, vous devez savoir faire ça. Alors, une autre chose qui existe en représentation d'arbres phylogénétiques, c'est l'utilisation des arbres enracinés ou non. Donc ça, c'est un arbre non enraciné. Et donc, qui représente des relations entre les quatre différents taxons. Mais une des complexités avec les arbres non enracinés, c'est qu'il n'est pas si évident que ça de savoir qui est le plus proche parent de qui, parce que ça va dépendre de là où on pose la racine de l'arbre. Donc si, par exemple, je pose la racine là, entre le taxon A et le premier embranchement, l'arbre enraciné qui en sort, c'est celui-ci. Si je pose la racine ici, on a un arbre différent qui sort. Et ainsi de suite. Donc, selon là où je pose la racine de l'arbre, je vais obtenir différents arbres enracinés. Et donc, si on se pose la question, ben, qui est le plus proche parent du taxon A sur l'arbre non enraciné, on ne peut pas vraiment le savoir. Parce que sur cet arbre-là, le plus proche taxon de A, c'est le taxon B. Mais ça, c'est parce qu'on a posé la racine ici. Si la racine est posée là, le plus proche taxon de A, bah, en fait, ce sont les taxons C et D, et B est plus éloigné. Alors, une des questions, c'est comment je choisis qui est le plus proche parent de qui dans un arbre phylogénétique. D'accord? Alors, ici, par exemple, quand je dis qui est le plus proche parent de A, ce que je fais, c'est que je descends au premier nœud et puis je remonte pour savoir qui est le plus proche parent. Et si je fais ça, je descends jusque-là et je remonte, je tombe sur C et D. Donc, ce que je peux dire, c'est que les taxons C et D sont le plus proche parent de A dans cet arbre. Ce n'est pas B parce que pour arriver à B, je dois descendre encore plus bas dans les embranchements. Donc ça, c'est un parent plus éloigné parce que je dois reculer plus loin dans le temps pour trouver un ancêtre commun. Donc ça, c'est la technique qu'on utilise. Et la conclusion qu'on tire, c'est que l'enracinement, c'est quelque chose de vraiment important dans l'interprétation des arbres phylogénétiques. Alors, ouais, on est encore un petit peu dans la présentation d'arbres. Cladogramme versus phylogramme. Donc, les deux sont des types d'arbres phylogénétiques. Donc, les arbres phylogénétiques, génériquement, on peut les appeler les dendrogrammes, un dessin d'un arbre. Parmi les arbres phylogénétiques, on a les cladogrammes et les phylogrammes. Et un cladogramme représente uniquement la topologie
tandis que les phylogrammes représentent la topologie et la distance entre les taxons. Alors, dans un cladogramme, la longueur des branches n'a pas de signification, tandis que dans un phylogramme, la longueur des branches est proportionnelle à la divergence des taxons. Et la divergence, c'est à son tour un petit peu proportionnel au temps. Donc, par exemple, si je regarde mon phylogramme ici, j'ai un embranchement entre ce nœud et le troisième nœud ici qui est long, tandis que l'embranchement entre le premier nœud et le deuxième nœud est plutôt court. Donc ça veut dire qu'il y a plus de temps écoulé ici que là, si on admet que l'accumulation de divergence est constante au cours du temps. D'accord? Donc ça, c'est une différence fondamentale entre phylogramme et cladogramme. Et vous devez être capable de reconnaître. Donc si on a des branches qui sont de longueur différente dans un arbre, c'est clairement un phylogramme. Alors, dernière diapositive de cette série, les différents types de groupes que l'on peut définir sur un arbre phylogénétique sont, bon, tout d'abord, on peut définir des groupes monophylétiques ou des clades, et les clades regroupent tous les descendants d'un ancêtre commun plus cet ancêtre. Et tous les membres dans le clade, l'ancêtre commun et les taxons qui en dérivent, partagent les mêmes innovations évolutives. Alors, une autre chose que l'on peut définir des fois, c'est un groupe paraphylétique. Alors, un groupe paraphylétique regroupe certains des descendants d'un ancêtre commun, mais pas tous. Donc ici, on a regroupé les taxons E, F et G. Donc tous ces taxons-là descendent du même dernier ancêtre commun. Mais d'autres taxons, C et D, qui descendent également de cet ancêtre, ne font pas partie du groupe paraphylétique. Et la dernière chose que l'on peut voir des fois, c'est l'apparition de groupes polyphylétiques. Et ici, on a des taxons qui sont groupés ensemble, mais un groupe polyphylétique ne comprend pas leur ancêtre commun parce que cet ancêtre commun ne comprend pas le caractère qui a servi pour créer ce groupe polyphylétique. Et les types... Voilà, c'est ce que je devais mettre là. Et donc, les types de caractères qui regroupent ou qui définissent les groupes monophylétiques, polyphylétiques et paraphylétiques sont différents. Donc, un groupe polyphylétique va être défini parce que deux taxons qui n'ont pas vraiment de lien de parenté très récent possèdent le même caractère morphologique qu'ils ont acquis de façon indépendante, c'est-à-dire une homoplasie. Et c'est pour ça que l'ancêtre commun entre ces deux taxons qu'on trouve ici ne possédait pas ce caractère. Alors, les groupes monophylétiques sont caractérisés parce que tous les taxons et l'ancêtre commun dans le groupe partagent le même caractère à l'état dérivé. Tandis qu'un groupe paraphylétique est défini parce que l'ensemble des taxons dans le groupe et l'ancêtre commun partagent le même caractère à l'état archaïque ou primitif. Donc, c'est-à-dire que sur cet embranchement, on a une innovation évolutive qui est partagée par les taxons C et D, qui était donc absent chez le taxon E, F, G et cet ancêtre commun. Et le groupe paraphylétique est défini par l'absence de cette innovation évolutive. Alors, ça, c'est ce qui termine un petit peu les différentes structures, termes techniques que vous devez connaître sur les arbres phylogénétiques. Alors, les étapes dans leur construction. Un peu facile à oublier,
c'est que un arbre phylogénétique, c'est une sorte de modèle qui va nous aider à tester différentes hypothèses. Et la première chose, avant de commencer sa construction d'arbre phylogénétique, c'est de se demander, mais quelle est l'hypothèse que je veux tester? Et le type de question ou le type d'hypothèse biologique qui va peut-être nous intéresser, c'est de connaître les relations entre différents taxons, qui est le parent le plus proche de l'espèce qui m'intéresse. Est-ce que dans un groupe d'organismes, ils partageaient un ancêtre commun récent ou très ancien? Un autre type de question qu'on peut se poser, c'est si on a plusieurs taxons que l'on étudie, on veut peut-être connaître quelque chose sur leurs origines. Est-ce que les différents taxons ont une origine commune? Ouais, voilà. Voilà, quelque chose sur leurs origines. Donc, si j'ai un groupe d'espèces, est-ce que leur divergence est récente ou ancienne? Donc, on peut avoir quelques informations par un arbre phylogénétique. Et un truc qui arrive souvent en microbiologie infectieuse, c'est lorsqu'on a plusieurs cas d'une même maladie, on veut savoir si tous les individus ou tous les animaux qui sont touchés par la maladie avaient une origine commune de l'infection. Donc, si on a 20 étudiants dans 2 jours qui tombent malades avec une salmonellose, on voudrait peut-être savoir si tous ces étudiants ont été infectés à partir de la même source de contamination. Donc, une des façons pour le faire, c'est de faire une étude phylogénétique sur les ADN des bactéries qu'on va retrouver dans les selles et voir si on a une proche relation de parenté chez toutes ces différentes souches, chez les différentes personnes. Et aussi, si on trouve que tout le monde a mangé dans le rue ce jour-là, il y a 2 jours, aujourd'hui, on pourrait peut-être prendre des prélèvements, de la mayonnaise, des choses comme ça, pour voir si on trouve des salmonelles et si on a une relation de parenté avec toutes les bactéries qu'on trouve chez les personnes infectées. Et dans ce cas-là, on peut avoir une idée si oui ou non on a trouvé l'origine de cette contamination. Alors, donc première chose, on détermine notre question. Et deuxième chose, une fois qu'on a posé la question, on doit choisir quels sont les taxons que l'on veut analyser. Et donc, quelle est notre unité taxonomique opérationnelle? Donc, est-ce que je m'intéresse à différentes souches de la même bactérie, différents individus dans une population, ou est-ce que je m'intéresse à des niveaux hiérarchiques plus profondes, différentes ordres au sein d'un fil, au sein d'une classe? Alors, donc je vais choisir quel est le niveau de l'étude. Et ensuite, je dois choisir plusieurs taxons intra-groupes qui font le véritable objet de l'étude. Et les taxons que l'on va étudier doivent être pertinents à la question posée et on doit avoir une sélection équilibrée. C'est-à-dire, par exemple, dans notre étude d'étudiants infectés par des salmonelles, si on étudie un sous-groupe, 10 étudiants parmi les 30 infectés, il ne faudrait pas qu'on étudie les selles chez 10 étudiants qui vivent dans le même logement de Crous, parce que ça induira un biais dans les résultats. Donc il faut veiller à avoir une sélection équilibrée de taxons intra-groupes. Deuxième chose importante, c'est de choisir minimum un ou peut-être 2 taxons extra-groupes qui servent de point de référence externe. Donc un taxon extra-groupe, c'est une espèce ou un individu ou un organisme avec un lien de parenté avec les taxons intra-groupes, mais un peu plus éloigné. Et on sait que c'est plus éloigné. D'accord? Et ça va être important parce que une des choses que ça va nous permettre de faire, c'est de enraciner l'arbre de nos taxons intra-groupes. Donc, très, très important d'avoir un taxon extra-groupe. Alors, on a posé la question, on a choisi les taxons. Prochaine chose à faire, c'est de choisir qu'est-ce qu'on va utiliser pour distinguer et pour
nos différentes taxons et construire l'arbre. Donc, on choisit les caractères que l'on veut étudier. Donc, les caractères peuvent être phénotypiques, c'est-à-dire la morphologie anatomique ou la morphologie à l'état embryonnaire et éventuellement un phénotype biochimique capable de sécréter telle ou telle molécule ou le synthétiser. De plus en plus, on utilise les caractères moléculaires, c'est-à-dire les séquences d'ADN, d'ARN ou d'acides aminés dans les séquences de protéines. Alors, quel type de caractères vont être valables, que l'on peut utiliser pour avoir une comparaison valable de ce caractère chez différents taxons? Ce qui est vraiment proposé par Hennig d'ailleurs, c'est que les caractères que l'on peut utiliser pour une démarche phylogénétique doivent être homologues. Et en ce qui concerne les caractères morphologiques d'un organisme, ce qui fait qu'un caractère est homologue, c'est qu'il doit respecter ces trois différentes règles. Donc, les caractères sont homologues chez deux ou plusieurs organismes différents, si ils ont un plan d'organisation similaire, si ils occupent la même position dans le plan d'organisation générale de l'organisme et s'ils ont une même origine embryologique. Et donc, un exemple d'un caractère homologue qui remplit ces critères, c'est la forme des membres chez les mammifères. Donc ça, c'est vrai. Les plans d'organisation similaires, même position dans le plan d'organisation de l'organisme et même origine embryologique, c'est assez vrai. Et donc, par exemple, le membre postérieur et son organisation, il permet de distinguer les cétartiodactyles des périssodactyles. Donc chez les cétartiodactyles, l'axe de ce membre postérieur passe entre les doigts ou les orteils 3 et 4, tandis que chez les périssodactyles, cet axe passe au milieu de l'orteil 3. Donc c'est un caractère morphologique homologue et on peut s'en servir pour distinguer différents groupes d'organismes. Alors, donc, caractère doit être homologue. Et la deuxième chose qu'il faut être capable de distinguer chez le caractère, c'est quel est son état primitif et quel est son état dérivé. Parce que ce qui va nous donner des bifurcations dans notre arbre phylogénétique, c'est l'apparition d'innovations évolutives. Et pour une démarche cladistique, une innovation évolutive, c'est quoi? C'est un caractère qui va se transformer de son état primitif vers un état dérivé qui est nouveau. Et c'est ça qui va nous permettre de poser un embranchement ici, dans mon arbre, parce que à partir de cet embranchement-là, ces deux taxons et leur dernier ancêtre commun vont posséder le caractère à son état dérivé, parce que c'est l'innovation évolutive ici qui a provoqué cette bifurcation. Alors, la conséquence, c'est que les espèces, ou disons que c'est pas la conséquence, c'est plutôt l'axiome de cette démarche, c'est que les espèces qui partagent le même caractère dérivé le partagent parce qu'ils ont hérité à partir d'un ancêtre commun. Et c'est ça qui nous permet de construire des arbres phylogénétiques. Donc, il y a une conséquence de ça, c'est que les seuls caractères à l'état dérivé qui vont être utiles sont les caractères à l'état dérivé qui sont partagés par au moins deux taxons. Alors, dernière chose avant de passer ça, c'est qu'il faut connaître les termes techniques. Donc, l'état primitif ou archaïque s'appelle une plésiomorphie, donc l'ancienne forme, et l'état dérivé s'appelle une apomorphie.
Donc une synapomorphie, ce sont les caractères à l'état dérivé qui sont partagés. Et une autapomorphie, c'est un caractère à l'état dérivé qui est présent chez un seul taxon. Et ça, ce n'est pas utile pour établir un arbre phylogénétique. Alors, plésiomorphie et apomorphie. Pourquoi c'est important de connaître l'ordre de ces deux choses-là? Qui est ancien et qui est plus récent? Qui est primitif et qui est dérivé? Donc, si on regarde cet arbre phylogénétique représentant les oiseaux et leurs relations de différents types de ce qu'on peut appeler des reptiles, on voit que le clade oiseau est défini par la présence de plumes qui est considérée comme la synapomorphie qui définit le clade. Et l'état archaïque ou l'état primitif de ce caractère, c'est la présence des écailles à l'extérieur, à la surface de l'animal. Alors, si on avait considéré ou que... Ah oui, voilà. Donc, si on regroupe les organismes par la présence de l'état archaïque ou primitif du caractère, c'est ça qui nous donne un groupe paraphylétique. C'est-à-dire que ici, ok, je nomme le groupe reptile parce qu'ils ont tous des peaux couvertes d'écailles. Ce sont les tétrapodes avec la peau couverte d'écailles. Alors, la forme de notre arbre phylogénétique qui sort est fortement dépendante de si on considère si écailles et plumes qui est dérivé et qui est primitif. Parce que si on s'était trompé et on s'est dit qu'en fait, l'état primitif de ce caractère, c'est d'avoir des plumes et l'état dérivé, c'est d'avoir des écailles, en fait, notre arbre phylogénétique serait totalement inversé. Et on aurait le groupe reptile qui serait dérivé des oiseaux. Donc, la leçon à retenir ici, c'est que, ou la notion à retenir ici, c'est que il faut vraiment faire attention sur qu'est-ce qui est l'état dérivé et qu'est-ce qui est l'état primitif d'un caractère. Parce que si on se trompe, en fait, les conclusions qu'on tire vont être fausses. Et l'arbre qu'on génère va être faux. Donc, comment on peut savoir si un état de caractère est primitif ou dérivé? Donc, on imagine qu'on a nos deux taxons là. Et chez le taxon A, j'ai le caractère présent dans un état qu'on appelle X, tandis que chez le taxon B, le même caractère est présent à l'état Y. Donc il y a une différence. Mais comment je vais savoir lequel est dérivé et lequel est primitif de mon caractère? Il y a deux façons de le savoir. Donc si c'est un caractère morphologique qui est présent dans les parties minéralisées du corps, peut-être on peut avoir une information dans l'archive fossile. Donc si je peux récupérer de l'information dans l'archive fossile, chez un taxon fossile C qui existait, qui vivait avant la date de bifurcation de nos deux taxons A et B, alors je regarde chez mon taxon fossile C et je vois que l'état de ce caractère est Y. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que X est quoi? Dérivé ou primitif? Qui dit dérivé? Qui dit primitif? Oh, c'est à peu près moitié-moitié, mais avec un léger avantage de primitif. Je dis que le caractère X est dérivé ou primitif. Mais on voit que le fossile qui vivait ici, avant la bifurcation, avait le caractère dans son état Y. Ça veut dire que l'état Y est plus ancien. Il est primitif. Et donc, l'état du caractère X est dérivé. Donc, une autre façon, donc si on n'a pas d'archives fossiles, ou si on étudie un caractère qui n'est pas conservé dans l'archive fossile, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut étudier l'état de ce caractère chez un extra-groupe. C'est une deuxième fonction, utilité d'étudier des extra-groupes. Parce que si
j'étudie cette fois-ci un taxon C qui est vivant, mais qui est un extra-groupe. On sait qu'il a un lien de parenté plus éloigné. Bah alors, je cherche mon caractère et je vois qu'il est à l'état X. Alors cette fois-ci, X est-il primitif ou dérivé? Alors réfléchissez bien. Qui dit que X est un état primitif en ce cas-là? Qui dit dérivé? Ah, presque tout le monde a raison. C'est primitif. D'accord? Vous avez bien compris. Pourquoi c'est primitif? Parce que X, le taxon C possède les caractères à son état X, le taxon A également. Donc il est fort probable que l'ancêtre commun ici possédait ce caractère à l'état X. Et pareil pour cet ancêtre commun. Donc ça, c'est l'innovation évolutive qui est là. Donc dans ce cas-là, X est primitif et le caractère à l'état Y est dérivé. Donc c'est Y qui est l'innovation évolutive dans ce cas-là. Okay, donc ça, c'est très important, ça, de bien savoir si un état de caractère est primitif ou dérivé, parce que ça dépend, la construction de l'arbre phylogénétique en dépend. Alors, d'autres choses à faire attention avec des caractères, c'est d'éviter des homoplasies. Des homoplasies, c'est-à-dire qu'on a des caractères de fonction ou de forme semblables chez des espèces éloignées, mais qui sont présentes par convergence évolutive, pas parce que les deux espèces qu'on étudie l'ont hérité à partir d'un ancêtre commun. Donc un exemple classique, ça va être le nageoire dorsal chez les requins et chez les dauphins. Donc c'est une adaptation à un milieu et les deux groupes d'organismes aquatiques ont évolué de même adaptation, mais de façon indépendante. C'est une homoplasie. Et donc, si on regroupe des espèces par le fait qu'ils partagent une homoplasie, c'est ça qui nous donne des groupes polyphylétiques. Et donc ça, c'est un groupe qui ne nous renseigne pas vraiment sur les liens de parenté entre organismes. Et donc, ce n'est pas utile en cladistique. OK, donc ça, c'est un peu la longue introduction théorique, mais il me reste une demi-heure pour faire la partie un peu plus pratique. Comment on fait pour construire des arbres phylogénétiques à partir de caractères morphologiques ou à partir de données moléculaires? Alors, première chose, pour la construction d'arbres à partir des caractères, on dresse un tableau d'attributs et on met les taxons qu'on veut classer sur une colonne avec une rangée par taxon. Et chaque colonne, ici, en haut de notre tableau, on a différentes colonnes qui représentent des caractères à l'état dérivé. Et à chaque fois, on fait attention de savoir que c'est vraiment ça l'état dérivé et pas l'état primitif. Donc, une fois qu'on a fait ça, on coche lorsque les caractères sont présents à leur état dérivé. L'autre chose que l'on peut faire, c'est de représenter par les 1 et les 0. 1 voulant dire que le caractère est présent à son état dérivé. 0, ça veut dire que le caractère est présent à son état primitif. Et une fois qu'on a fait ça, on repère des taxons qui partagent les mêmes apomorphies, les mêmes caractères à l'état dérivé. Et donc, c'est ce qu'on voit ici avec les couleurs. Alors, une fois qu'on a fait ça, la prochaine étape, c'est de regrouper les taxons dans une même boîte qui partagent les mêmes caractères à l'état dérivé, les mêmes apomorphies. Et je vois que, en fait, le koala et l'opossum ont tous les deux une poche marsupiale. Donc, je les mets dans la même boîte. Ensuite, je peux aussi voir que la souris et la taupe ont une vraie placenta. Et donc ça me permet de mettre la souris et la taupe dans la même boîte.
Et sur mon tableau d'attributs, je vois aussi que le koala, le possum, la souris et la taupe possèdent tous les quatre une glande mammaire avec un téton. Et c'est ça qui nous permet de regrouper koala, opossum, souris et taupe dans cette boîte bleue. Pareil avec la présence d'une glande mammaire chez l'ornithorynque. Donc ça me permet de poser un groupe un peu plus grand, comprenant l'ornithorynque, koala, opossum, souris et taupe. Et finalement, notre canard se retrouve à l'extérieur. Donc une fois que j'ai créé ma structure de boîte emboîtée, et le truc à retenir ici, c'est qu'à chaque étape, tous les organismes à l'intérieur d'une boîte partagent les mêmes caractères à l'état dérivé. C'est-à-dire que un truc que les gens font qui est souvent une erreur, c'est que bon bah je ne sais pas pourquoi c'est fait ça. Passons sur ça. Vous allez le voir en TD, mais pour savoir si vous avez bien fait le test à faire, pour savoir si votre structure de boîte emboîtée est correcte, c'est de le regarder et voir si à l'intérieur de chaque boîte, tous les organismes, tous les taxons possèdent ces caractères. Donc dans la boîte bleue, présence de téton, à l'intérieur de la boîte bleue, j'ai souris, taupe, koala, opossum. Oui, ok, c'est bon. Donc vous pouvez vérifier votre structure de boîte emboîtée par rapport au tableau avant d'aller plus loin. Parce que tous les ans dans les TD, il y a des gens qui font des erreurs avec ça. Et on commence avec des groupes plus petits et on met des groupes plus grands après. Ça, c'est très important. Si vous faites l'inverse, souvent, en général, ça marche. OK, une fois que vous avez fait ça, la prochaine étape, c'est de mettre les embranchements. Et à chaque fois que j'ai une boîte, je fais un embranchement. Donc, ma structure en arbre sort avec, à chaque fois que je sors d'une boîte, je mets un embranchement. Et donc, c'est ce qui nous donne ça. Et à partir de ça, je peux mettre des innovations évolutives sur les différents embranchements. Et à la fin, on peut nommer les différents groupes si on utilise un peu ces connaissances générales en biologie. Donc, ce qui nous donne ça comme arbre phylogénétique dérivé à partir de ce tableau de caractères. Alors, tel quel, on ne peut pas l'enraciner parce qu'on n'a pas de groupe externe qui ne possède pas de 4 membres. Mais néanmoins, le fait qu'on a jugé que c'était un caractère dérivé, ça nous permet de mettre la racine ici. Mais pour faire bien, il faudrait qu'on ait un groupe externe qui ne possède pas ce caractère à l'état dérivé, qu'il possède à l'état primitif, par exemple un poisson, et c'est ça qui nous permet d'enraciner notre arbre. Ok, donc ça, ce sont les étapes génération d'arbres phylogénétiques à partir de caractères morphologiques. Alors, comment on le fait? À partir des données moléculaires. Alors déjà, quel est l'intérêt? Parce qu'avec les caractères morphologiques, on a vu que ça peut marcher, c'est relativement intuitif et simple à faire. Un des grands avantages, c'est que avec la technologie de séquençage d'ADN, qui est devenue très très accessible et pas très cher du tout, ça donne la possibilité d'obtenir beaucoup d'informations. Et beaucoup d'informations, ça veut dire beaucoup de caractères. Alors, ces caractères sont homologues lorsqu'il s'agit de différentes versions du même gène chez différentes espèces ou chez différents taxons. Donc, il faut étudier les gènes homologues, clairement. Une fois qu'on a déterminé, qu'on a choisi les bons gènes, le reste c'est OK parce que les gènes sont transmis d'une génération à une autre, ils sont variables, mais ils sont relativement conservés parce que la fonction doit être conservée pour l'organisme. Donc on n'a pas
une accumulation de variations génétiques totalement non contrôlées. Alors, une des molécules homologues, ou un des gènes homologues qui est le plus utilisé, ce sont les gènes codants pour l'ARN ribosomal. Et ça, c'est vraiment une molécule presque parfaite pour ce type de comparaison, parce que tous les organismes ont des ribosomes. C'est une fonction vitale pour n'importe quel organisme. Et lorsqu'on regarde le même type de structure et la même place dans la structure générale de l'organisme, tous les ribosomes ont la même composition avec une structure, une fonction semblable. Donc l'ARN ribosomal remplit nos conditions de ce que c'est qu'un caractère homologue. Donc on peut de façon valable comparer chez d'organismes disparates. Donc ça c'est très très utile parce que ça nous permet de aborder la construction d'arbres phylogénétiques universels avec des organismes qui sont très très différents. Donc si avec des caractères morphologiques, on voulait comparer le statut phylogénétique des animaux, des plantes et des moisissures par rapport à je sais pas moi, un parasite intracellulaire comme l'Eichmannia, ben, on aura beaucoup de mal à trouver des caractères morphologiques que l'on pourrait utiliser dans notre démarche phylogénétique. Or, tous ces organismes vont posséder des gènes codants pour l'ARN ribosomal et un certain nombre d'autres gènes fortement conservés. Donc c'est ça qui permet de construire des arbres phylogénétiques universels et dont les premiers ont été publiés dans les années 1970 par Carl Woese et son équipe. Et c'est ce qui nous a donné un petit peu cet modèle de 3 domaines de la vie avec les eubactéries, les eucaryotes et les archéobactéries. Peut-être un peu passé de... On a plus d'informations maintenant qu'à l'époque, mais voilà, c'est un autre débat. Mais en tout cas, cette approche permet de poser ce type de questions. Alors, une autre type de question que l'on peut regarder avec une approche moléculaire, c'est essayer de reconstruire des événements historiques au sein d'une espèce. Et pour nous, ça a toujours été intéressant d'essayer de comprendre l'historique de l'espèce humaine. Et pour ça, l'ADN mitochondrial est vraiment très utile parce qu'il est recopié de mère à l'enfant sans recombinaison. Donc le signal phylogénétique n'est pas brouillé par la recombinaison. Et donc on peut faire la même démarche avec le chromosome Y. Alors on a commencé à faire ce type d'études chez différentes populations dans le monde à la fin du dernier siècle. Et une des premières publications qui est sortie, c'est celle-ci, qui a étudié la variabilité de l'ADN mitochondrial dans différentes populations humaines. Et ce qui en est sorti, c'est que on a une sorte de nœud ici, à partir duquel dérivent toutes les populations européennes, asiatiques, australiennes, etc. Et une partie des populations africaines et une grande partie de la population subsaharienne est totalement sur l'autre côté de notre arbre phylogénétique. Et la racine de notre arbre se retrouve ici, clairement dans la partie de l'arbre phylogénétique qui est Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est un des arguments très très forts en faveur d'une origine africaine de Homo sapiens, avec ensuite une partie de la population africaine qui quitte le continent, qui va aller peupler le reste du monde. Une autre chose que l'on peut voir, c'est qu'on a des branches qui sont très longues ici, dans les populations africaines, et ça veut dire que la plupart de la diversité génétique humaine est dans les populations subsahariennes africaines. Et nous, ici, la différence génétique entre
un Français et quelqu'un dans les montagnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est intimement peanuts en termes de diversité génétique qu'entre deux personnes vivant en différentes régions en Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est super intéressant ça. Donc on obtient cette information par la démarche phylogénie à partir des séquences d'ADN. Alors une des choses qui est intéressante ici, c'est que cette population africaine qui est proche génétiquement des populations hors africaines, européennes, asiatiques, etc., on pourrait se dire elles devraient vivre au nord-est de l'Afrique, ces gens-là, parce que c'est ça qui est plus proche du continent eurasiatique. Mais en réalité, non. Les Yorubas, c'est une ethnie qui est une langue que l'on retrouve en Afrique de l'Ouest. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Les gens de l'Afrique de l'Ouest qui ont un lien de parenté proche avec les populations non africaines. Et donc ça, c'est une autre utilisation de ces études phylogénétiques, de regarder un petit peu au sein du continent africain quels étaient les mouvements de population dans les temps passés. Et le résultat qui en sort, d'ailleurs je devrais dire quelque chose ici, donc ça, ce papier-là a été publié en 2000, donc il y a presque 25 ans maintenant. Donc la forme générale du phylogramme et les conclusions générales sont toujours valables, mais la date ici, c'est plus considéré comme exact. C'était une estimation avec les données de l'époque, et maintenant on considère que ça, c'est plutôt à des temps plus éloignés. Donc peut-être il y a 60 à 80 000 ans. Alors, pour revenir sur cette diapositive, donc on peut distinguer les différents groupes différents clades génétiques d'ADN mitochondrial. On trouve le groupe L3 et on considère que ce groupe d'individus, cette population vivait dans le nord-est de l'Afrique, peut-être il y a 60 ou 70 000 ans, et ensuite cette population s'est dispersée avec différents sous-groupes, une partie qui est allée coloniser le reste du monde, d'autres personnes qui sont allées en Afrique du Nord, et une partie de la population qui est partie s'installer en Afrique de l'Ouest. Et c'est de là que vient notre groupe Yoruba ici, là, qui a un lien de parenté relativement proche avec les populations non africaines. Et ensuite, à partir de cette population ouest africaine, on a une autre dispersion encore plus récente dans les dernières 1000 années. Donc, ce type de démarche phylogénétique nous permet d'avoir un modèle et reconstruire des mouvements de population dans des temps très reculés pour lesquels on a relativement reculé, où on n'a pas d'archives historiques, pas d'histoire écrite de ces mouvements, et relativement peu de vestiges archéologiques. Donc c'est une information complémentaire que l'on peut utiliser pour vraiment supplémenter ce que l'on connaît par l'histoire et par l'archéologie. Donc ça, c'est un peu l'intérêt de cette démarche. Alors, juste peut-être 10 ou 15 minutes pour aller vers les techniques de construction. Alors, on commence toujours par un alignement de séquences de gènes homologues. C'est ça que l'on fait, de gènes ou de protéines homologues. Donc ici, on a des régions de séquences de 4 espèces, du gène coxin chez Homo sapiens, le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan. Et on voit que donc chaque fois que j'ai un point, ça veut dire que la séquence est identique chez tel ou tel taxon par rapport à l'Homo sapiens. Et chaque fois que j'ai une lettre, ça veut dire qu'il y a une différence. Et à partir de ces données, ces alignements de séquences, on va utiliser deux types de méthodes. Les méthodes de distance, et on verra comment fonctionne la WPGMA. Une autre technique de distance plus puissante, plus performante, c'est le NJ, Neighbor Joining. Et l'autre technique que l'on va utiliser, c'est la MP, maximum de parcimonie. Alors, les techniques de distance, ce que l'on fait, c'est que on dérive à partir de notre alignement une matrice de distance.
C'est-à-dire que pour chaque case ici, dans le tableau, représente le nombre de différences ici entre la séquence chez les chimpanzés et la séquence chez Homo sapiens. Et on dérive le nombre 6 parce que si je compare la séquence sapiens chez la séquence pan chimpanzé ici, à chaque fois que j'ai une différence, je le note ici et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour ça qu'il y a 6 notés ici. Et c'est la même chose pour les autres. Donc on a comparé les séquences 2 par 2 et on a compté le nombre de différences entre elles. Donc une fois, ce type de tableau peut être représenté en nombre de différences. Donc à ce moment-là, on a 0 sur la diagonale et tous les chiffres sont des nombres entiers. On peut aussi représenter cette information comme pourcentage de différence. Dans ce cas-là, on a toujours 0 sur la diagonale, mais on aura des chiffres avec les virgules parce que c'est rare qu'on a un nombre vraiment qui tombe sur un pourcentage exact. Ou alors, on peut aussi représenter ces données en termes de pourcentage d'identité. Donc ça, vous devez savoir les reconnaître, ces différentes représentations. Alors, pour la WPGMA, on commence avec un tableau de différence. Et ce que l'on va faire, l'idée de base, c'est que, ou le principe de base, c'est que les organismes qui ont le plus proche degré de parenté ont moins de différences au niveau de leur gène. C'est ça le principe de base. Et donc, pour construire notre arbre, ce que l'on va faire, c'est de regrouper les taxons qui ont le moindre nombre de différences. Donc ici, ce sont les hommes et les chimpanzés avec 6 différences. Et donc, je vais les regrouper ensemble comme ça. Et le WPGMA, c'est une technique qui donne un phylogramme. Donc, les distances génétiques sont représentées. J'ai 5 différences entre le chimpanzé et l'homme, et on va les distribuer de façon équilibrée sur les deux branches. Donc, je prends cette différence, cette distance génétique, 6, je le divise par 2 et je mets 3 ici et là. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de éliminer les taxons chimpanzés et hommes et les refusionner dans un taxon regroupé qu'on va appeler CH. Et on calcule les distances génétiques que l'on doit mettre dans ces deux cases-là. Non, CH, ou c'est noté PH ici pour pan-homo. Alors, pan-homo, notre taxon regroupé PH, quelle est la distance que l'on met là? C'est la moyenne entre la distance pan-gorille et la distance homo-gorille. Donc ça va être 9 plus 10 divisé par 2, n'est-ce pas, égale 9,5. Et je fais la même chose pour la distance génétique ici. Donc je mets la moyenne entre 18 et 16, 17. Et je répète le processus. Donc cette fois-ci, qui sont le plus proches parents? Ben, c'est le gorille avec pan-homo. Donc c'est ça qui me permet de commencer à construire mon arbre et rajouter un taxon gorille ici avec les branches verticales qui ont mystérieusement disparu. Et à nouveau, je calcule la distance que je mets ici, ça va être 9,5, mais divisé par 4, 4,75. Et là, je mets 4,75 moins 3, 1,75. Et je fais la même chose, je répète le processus de façon itérative jusqu'à ce que j'ai terminé tout mon arbre. Et à la fin, la WPGMA nous donne un arbre, un phylogramme qui est enraciné parce qu'on pose la racine au centre ici à une distance égale par rapport à tous les taxons. Donc le WPGMA nous donne un arbre enraciné. Donc ça c'est bien. Donc on peut voir, est-ce que ça marche vraiment? Donc pour savoir ça, ce qu'on peut faire, c'est on prend un arbre et à partir de cet arbre, on calcule les distances. Et ensuite, à partir de ce tableau, on refait l'arbre pour tester si ça marche. Donc je vous laisse ça comme exercice. Ou alors, vous pouvez vous inventer des trucs à faire comme ça en TD. Et donc si on fait ça, ben, finalement, ça marche pas si mal dans cet exemple.
Sauf que, vu qu'on partage les distances équitablement, on finit avec les fractions de différence génétique, tandis qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de fractions. Mais néanmoins, l'arbre qui en sort n'est pas si mal par rapport à celui qui était l'origine des données. Donc ça marche pas mal. Donc ça marche pas mal lorsque la vitesse d'accumulation de mutations est constante sur l'ensemble des branchements. Donc ça, c'est l'hypothèse de base de la méthode. Si c'est vrai, la méthode fonctionne. Si c'est pas vrai, elle risque de pas fonctionner. Et c'est pas toujours facile de savoir si cette hypothèse de base est valable ou pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de techniques complémentaires. La technique NG, c'est une technique qui est un peu mieux que WPGMA, qui est un peu plus robuste par rapport à certains problèmes. Et une autre approche, une autre technique, c'est de changer totalement de façon de considérer les données et utiliser une approche cladistique. Alors, dans une approche cladistique, ce que l'on fait, c'est que en tout cas, notre exemple, ça va être la technique maximum de parcimonie. Et on va considérer que chaque position dans la séquence, c'est un caractère. Et le caractère peut être présent à son état primitif ou son état dérivé. Alors, comment on peut le savoir? On doit savoir, on doit avoir le moyen de connaître la séquence chez l'ancêtre commun. Et ça, on a besoin, c'est-à-dire chez l'ancêtre commun, ou la racine de l'arbre. Et souvent, c'est l'extra-groupe qui permet de savoir ça. Donc, d'une façon ou d'une autre, on doit connaître la séquence que l'on considère chez l'ancêtre commun de tous nos taxons A, B, C et D que l'on est en train d'étudier. Et à chaque fois que c'est différent, on se dit, alors ça c'est une mutation, c'est donc une innovation évolutive. Donc ça, G à la place de C ici, c'est mon caractère à l'état dérivé. Ici, C à la place du G, c'est le caractère à l'état dérivé parce que je vois que chez l'ancêtre commun, on avait G. Donc on fait ça et on transforme cette séquence en une sorte de matrice de caractères avec 0 pour le caractère à son état primitif et 1 pour le caractère à son état dérivé. Donc on fait ça. Ensuite, on le simplifie. Pourquoi? Parce que les seuls caractères à l'état dérivé qui vont être utiles sont les caractères dérivés partagés par au moins 2 taxons, mais pas chez tout le monde. Donc, les autapomorphies ne sont pas utiles et les caractères dérivés partagés par tous les taxons, ça ne nous aide pas non plus. Donc, ici, on n'a que 2 caractères informatifs qui sont les mutations en position 4 partagées par 3 taxons et à la position 6 partagées par 2 taxons. Donc, on a notre matrice de caractères simplifiée. Et une fois qu'on a ça, on va placer les mutations sur l'ensemble de arbres phylogénétiques qui sont possibles. Et avec 4 taxons, il existe 15 arbres enracinés possibles. Et on les place de façon à ce que on met chaque taxon possède la bonne mutation. Donc par exemple ici, si cet arbre est vrai, je sais que les taxons C et D possèdent la mutation à la position 6. Donc cette mutation-là a dû avoir lieu 2 fois. Tandis que la mutation 4 est possédée par les taxons B, C et D. Donc la mutation, si je la place là, les 3 taxons héritent de cette mutation et c'est bon. Donc on fait ça pour l'ensemble des arbres et puis on choisit l'arbre qui est le plus parcimonieux, c'est-à-dire l'arbre qui implique le moindre nombre d'événements. Et on dit que voilà, c'est cet arbre-là qui est plus probablement correct. Alors, ça, c'est une approche vraiment très différente par rapport aux techniques de distance. Et pour cette raison, elle est complémentaire.
Alors, un des problèmes, c'est que ça marche bien pour un faible nombre de taxons, mais lorsqu'on a beaucoup de taxons, le nombre d'arbres possibles augmente très très rapidement. Et ça devient très lourd au niveau de calcul pour tester l'ensemble de tous les arbres potentiellement qui peuvent exister. Donc ça, c'est une limitation de cette technique. OK, donc les techniques de distance et les techniques la technique MP ont leurs forces et leurs faiblesses. Donc globalement, les deux peuvent donner la topologie de l'arbre. Seules les techniques de distance permettent de construire un phylogramme et donc de représenter, de porter une information dans la longueur des branches. Les approches de distance, une de leurs faiblesses, c'est qu'ils peuvent regrouper les taxons parce qu'ils maintiennent des séquences qui sont archaïques. Ils partagent les caractères à l'état primitif. Donc ça, c'est une faiblesse de cette technique qui n'est pas vraiment présente dans la cladistique. Donc ça, c'est un avantage de la cladistique. Et un des problèmes que j'ai évoqué, c'est que si on a une ou deux des branches avec une vitesse d'évolution beaucoup plus rapide, peut-être à cause de l'effet de la sélection, là, ça risque de poser un problème pour les techniques de distance. Et les techniques cladistiques sont relativement robustes par rapport à ce type de situation. OK, donc dernière diapositive, les points à retenir. OK, distinction et caractéristiques d'un cladogramme, un phylogramme, les définitions clade, groupe paraphylétique, polyphylétique, caractères, dérivés, archaïques, plésiomorphie, apomorphie, les termes techniques, il faut les connaître. Les approches basées sur caractères, sur les données moléculaires sont complémentaires et c'est une force de pouvoir approcher la même question avec différentes techniques. Mais il ne faut jamais oublier qu'un arbre phylogénétique est surtout un modèle d'événements passés lors de l'évolution d'un groupe d'organismes. Et la qualité du modèle dépend fortement des données que l'on utilise pour construire le modèle. Et si les données changent, le modèle va changer. D'accord? Donc, un arbre phylogénétique, ce n'est pas la vérité incarnée, c'est le modèle que nous avons avec les données dont nous disposons actuellement. Et donc, sur ce, je vais terminer, puis on se revoit après la pause.